Mesdames, Messieurs, je viens devant vous ce soir, comme je m'y suis engagé, toutes les semaines je le fais et je le ferai, afin de faire un point le plus précis possible de la situation épidémique dans notre pays et le point sur les mesures que cette situation nous impose de prendre. Je souhaite le faire comme le Président de la République et le Premier ministre me l'ont demandé, dans un souci de transparence absolue, cet exercice afin de vous donner des clés de lecture, des clés de compréhension, des clés pour saisir à la fois l'évolution épidémique et à la fois pourquoi nous prenons les mesures là où nous les prenons. Nous entrons dans une période dans laquelle il est plus que jamais nécessaire que chacune et chacun d'entre nous puissions bien mesurer où nous en sommes. Dans chacune des villes, dans chacune des métropoles, dans chacun des départements français, quelles mesures s'appliquent et quelles mesures sont susceptibles de s'appliquer dans les prochaines semaines en fonction de l'évolution de la situation. Soyons clairs, cette situation, elle continue globalement de se dégrader et la circulation du virus atteint dans certains territoires des niveaux tels que les conséquences sanitaires, et en particulier le niveau de tension hospitalière, que nous mesurons déjà et auxquels nous devrons faire face dans les prochaines semaines, exigent que nous prenions des mesures supplémentaires. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur. Nous le faisons parce que c'est nécessaire, et c'est d'ailleurs ce que font également nos voisins en Europe. Certains voisins, d'ailleurs, je pense notamment à l'Angleterre, vont par endroits encore plus loin. Nous ne découvrons pas cette situation. Tout cet été, j'ai indiqué que le virus continuait à circuler, qu'il restait toujours aussi dangereux. Il y a 2 semaines, le Premier ministre a fait part de la dégradation de la situation et a décidé de premières mesures sur certains territoires, Marseille, Bordeaux et la Guadeloupe. La semaine dernière, j'ai indiqué ce qu'il en était et quels territoires nous préoccupaient, avec en particulier Lyon et Nice. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans cette continuité avec des appréciations par territoire de la situation sanitaire et des mesures en conséquence pour réagir. Qu'en est-il aujourd'hui ? D'une manière générale, à l'échelle du pays, la circulation du virus continue à augmenter fortement. Le taux d'incidence, qui compte, vous le savez, le nombre de nouvelles contaminations par le virus par semaine, est en hausse constante. Il était la semaine dernière à 83 cas pour 100 000 habitants. Nous sommes ce soir à près de 95 cas pour 100 000 habitants et nous dépasserons sans nul doute les 100 cas pour 100 000 habitants dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le taux de reproduction du virus, ce facteur R, que je vous ai déjà également présenté plusieurs fois, reste au-dessus de 1. C'est un indicateur qui montre la vitesse de circulation du virus, qui est un indicateur de l'évolution de l'épidémie. C'est le nombre de personnes qu'une personne malade va contaminer la semaine suivante. Je vous rappelle que ce R était beaucoup plus élevé lors de la première vague. Il était de l'ordre de 3, voire au-delà. Ce que vous voyez sur ce graphe, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour évaluer le facteur R, selon les admissions aux urgences, selon les appels à SOS médecins ou selon le nombre de diagnostics réalisés par test PCR. Mais ils peuvent varier, mais ils sont constamment au-dessus de 1. Ils sont peu au-dessus de 1, ces facteurs R, mais ils le restent. Peu au-dessus de 1, ça veut dire que si nous réalisons encore quelques efforts dans notre quotidien, j'y reviendrai, et si nous adoptons les bonnes mesures là où c'est nécessaire, nous pouvons le faire baisser en dessous de 1 et ainsi réduire enfin la circulation du virus. Nous l'avons déjà fait collectivement au printemps dernier. L'autre indicateur, c'est le taux de positivité des tests. Je vous le rappelle, sur 100 tests réalisés, combien de tests reviennent positifs ? La semaine dernière, je vous ai présenté un taux à 5%. Il est ce soir à 6%. La circulation du virus n'est évidemment et malheureusement pas sans conséquences. La part des patients Covid dans nos réanimations a commencé à réaugmenter. Elle atteint désormais 19% au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a plus de 950 patients atteints de coronavirus dans les réanimations françaises. La situation est préoccupante, également dans les services d'hospitalisation, où il y a près de 6 000 malades hospitalisés. Sur la seule journée d'hier, et d'ailleurs en moyenne, depuis quelques jours, nous comptons plus de 600 admissions par jour à l'hôpital et une centaine d'admissions dans les services de réanimation.
Je vais vous donner le détail de la situation en Île-de-France afin d'illustrer l'inquiétude dont je vous fais part ce soir. Ce système de santé francilien, il est désormais fortement mis en tension. Il l'a déjà été au printemps dernier. La part d'activité liée au coronavirus aux urgences était en lente augmentation depuis la fin du mois de juin. Elle a doublé en 15 jours. Elle est passée de 2,2% à 4% de l'activité des urgences. Le nombre de patients hospitalisés au sein de la région est lui aussi en augmentation très rapide. On comptabilise près de 1000 hospitalisations pour coronavirus sur les 7 derniers jours, contre 460 la semaine précédente. Là aussi, un doublement. Plus marquant encore, sur les près de 2000 patients hospitalisés avec le Covid, 305 sont hospitalisés en réanimation, soit 27% de la capacité totale de réanimation de la région, contre 18% il y a une semaine. Au rythme actuel, avec environ 50 entrées par jour en soins intensifs, en soins critiques dans les hôpitaux parisiens de l'Île-de-France, contre une quinzaine par jour il y a une semaine, on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales de réanimation soient utilisées pour des patients Covid d'ici au 10 octobre, 60% vers le 25 octobre et 85% aux alentours du 11 novembre. Sur la diapositive qui va s'afficher, vous avez la situation en région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que c'est que cette diapositive? Elle est inspirée des modélisations de l'Institut Pasteur et tiennent compte de toutes les données dont nous disposons sur la circulation du virus pour pouvoir prédire par avance quel sera l'impact sanitaire à quelques jours et à quelques semaines. Ces modélisations, elles sont réactualisées chaque semaine. Elles ont été réactualisées hier et elles nous montrent que nous nous inscrivons actuellement dans la dynamique telle qu'elle avait été prévue par les premiers modèles d'il y a une semaine et il y a 10 jours. Et elle montre, si vous lisez bien ce graphe, que d'ici aux alentours du 10 octobre, nous aurions atteint, si la situation devait évoluer de manière constante, le seuil qui correspond aux capacités de place en réanimation dans la région, et quelques jours plus tard, un peu plus d'une semaine plus tard, le seuil maximal des places en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, quand bien même nous aurions augmenté ces capacités, ce que nous sommes en état de faire, j'y reviendrai. Si je vous montre cette diapositive, ce n'est pas pour faire peur outre mesure, ça reste une modélisation, mais c'est pour vous dire qu'il est encore temps d'agir et que les mesures que nous prenons, et j'y reviendrai tout à l'heure, ont pour objectif de faire mentir cette courbe, ou plutôt de sortir de cette trajectoire et de protéger nos hôpitaux et nos réanimations. Si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous risquons d'atteindre une situation critique dans certaines régions les plus touchées, et ce en quelques semaines. Je vous montre ici la situation aux régions Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres régions peuvent être soumises à un fort stress hospitalier et en réanimation. Et une autre différence, j'en ai parlé la semaine dernière, avec la première vague, avec le printemps dernier, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de déprogrammer massivement l'activité chirurgicale réglée. Parce qu'il y a d'autres malades que les malades qui ont le coronavirus. Il y a des malades qui ont un cancer qui doit être opéré, des malades qui doivent se faire poser des prothèses en orthopédie et qui ont parfois retardé leur opération suffisamment longtemps. Et puis il y a les activités de greffe. Nous devons protéger nos hôpitaux, nous devons protéger nos services de réanimation, nous devons protéger les Français. La détérioration de la situation m'amène donc à délivrer un message solennel à chacune et à chacun d'entre nous. La première clé, nous la connaissons et nous la détenons. Respect des gestes barrières, lavage des mains, respect des distances, port du masque et plus globalement, réduction des interactions sociales et vigilance collective, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Je sais et je mesure pleinement les efforts que chacun d'entre nous réalise au quotidien. Mais on ne peut pas être extrêmement vigilant dans le métro, dans le bus, à son bureau, dans un commerce, et relâcher toute forme de vigilance quand on se retrouve dans un bar ou chez soi en invitant des amis ou au contact de sa famille. On en a tous envie, mais il ne faut pas céder à cette tentation. Il ne faut pas multiplier les dîners, il faut éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes. Encore une fois, si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, fait un peu plus attention à la distance et au respect des gestes barrières, alors
nous réussirons à vaincre ce virus. Certains pays ont parlé du concept de bulle sociale. C'est un peu le concept dont je vous parle ce soir, avec cet effort collectif qui est la clé de notre capacité à maîtriser le virus. Notre stratégie, vous la connaissez, je l'ai présentée la semaine dernière et le président de la République et le Premier ministre l'ont validée et présentée. Elle repose sur 4 piliers. Les gestes barrières, le triptyque tester, alerter, protéger, une stratégie différenciée de mesures adaptées à chaque territoire et enfin la protection des personnes âgées et vulnérables. Ce soir, c'est sur le 3e pilier, l'approche territoriale dans la lutte contre l'épidémie, que je veux m'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on raisonne de cette manière-là, de manière territoriale et de manière différenciée ? D'abord parce que le virus ne circule pas de la même manière selon les territoires concernés. Des endroits où il circule très vite, des endroits où il circule moins vite. Cela nous permet donc sur chaque territoire d'appréhender la situation avec des indicateurs très précis, quotidiens, et de prendre les mesures adaptées en fonction de la situation. Donc cette situation, elle est forcément très variable selon les territoires et métropoles, et vous allez avoir un tableau qui va vous être présenté et qui l'illustre. Il faut donc pour chaque territoire prendre les mesures adaptées, celles qui permettront de poursuivre la vie économique, la vie culturelle, la vie sociale, mais aussi de réduire et de réglementer les événements et activités dont on sait qu'ils sont particulièrement propices à la transmission et donc à la circulation du virus. C'est un équilibre difficile. Nous ne le décidons pas tout seuls d'en haut, nous le faisons grâce à une concertation étroite avec les agences régionales de santé, avec les préfets et avec l'ensemble des élus des territoires concernés. C'est pourquoi depuis plusieurs semaines, vous voyez des mesures qui sont différentes, mais elles peuvent être différentes et être cohérentes. Et elles le sont cohérentes, prises en fonction des villes, des métropoles, parfois des départements qui sont les plus touchés. C'est une des caractéristiques de la situation actuelle, c'est que la circulation du virus est particulièrement forte dans les endroits où la population est concentrée, c'est-à-dire dans les métropoles. Afin d'être le plus clair possible, je vais vous présenter les différents niveaux d'alerte dans lesquels les départements peuvent se retrouver en fonction de leur dynamique épidémique. Pour classer les départements et les territoires, nous nous fondons sur 3 indicateurs clés dans cette phase de l'épidémie. Le taux d'incidence, c'est ce qui mesure donc l'intensité de la circulation du virus et donc le nombre de malades. Le taux d'incidence pour les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont les personnes les plus fragiles face au risque de faire des formes graves d'infection. Et enfin, la part des patients atteints de Covid dans les réanimations, c'est le reflet de l'impact de l'épidémie sur notre système de santé, c'est notre boussole, c'est ce qui inspire les mesures, protéger l'hôpital, protéger les réanimations, protéger notre système de santé. Comme vous le savez, depuis juillet, plusieurs départements ont progressivement basculé de la zone verte, où le virus circule peu, en zone rouge, où il circule activement, c'est-à-dire où l'on constate un taux d'incidence supérieur à 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, 69 départements ont franchi ce seuil, soit environ 7 sur 10. Dans ces départements rouges, les préfets sont habilités à prendre des mesures pour réduire le risque de contamination, ce qu'ils font pour certains depuis le mois d'août. L'ampleur de ces mesures doit être évidemment strictement proportionnée au risque, ni trop peu, ni trop. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a retenu pour ces départements rouges plusieurs seuils d'alerte auxquels correspondent différents niveaux de mesures. La zone alerte, que vous voyez, c'est la zone où le virus circule nettement. Ce sont les départements, les territoires dans lesquels le taux d'incidence est supérieur à 50 et dont je viens de parler. La zone dite alerte renforcée, c'est la zone où le virus circule très fortement, y compris chez les personnes fragiles, chez les personnes âgées, avec déjà des premiers impacts sur le système de santé. La zone d'alerte maximale, c'est la zone où la situation épidémique peut être qualifiée d'extrêmement tendue, avec des conséquences déjà lourdes sur le système sanitaire. Si cette dernière zone d'alerte devait être dépassée, nous n'aurions pas d'autre choix que de déclencher l'état d'urgence sanitaire dans les territoires concernés. Nous ferons
et nous faisons tout pour l'éviter. Et j'y reviendrai. Pour chacune de ces zones, des mesures adaptées sont prises par les préfets en concertation, je le disais, avec les élus locaux. Ces mesures, elles sont décidées toutes les semaines et elles sont décidées pour une période de 15 jours. Elles sont naturellement réévaluées en fonction de l'évolution de la situation épidémique. La zone d'alerte, pour rentrer un peu dans le détail, elle se caractérise par une circulation, je le disais, active du virus. En pratique, un taux d'incidence supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants, mais pas une circulation intense chez les populations âgées, avec donc un taux d'incidence qu'on caractérise en dessous de 50 pour 100 000 chez les personnes âgées. Et avec pas ou peu d'impact sanitaire, en tout cas un impact qui n'est pas fort sur les réanimations. Dans l'ensemble de ces territoires, dans l'ensemble de ces départements, le préfet est néanmoins habilité à prendre toute mesure qui lui semblerait pertinente. Seule une disposition est désormais et sera désormais imposée à tous ces départements rouges. Les fêtes, les mariages, les tombolas, les événements associatifs, les anniversaires, les communions devront se tenir en petit comité, c'est-à-dire à moins de 30 personnes. Les salles polyvalentes, les salles des fêtes et les autres établissements recevant ce type d'événement devront respecter cette jauge de 30 personnes. Pour la zone maintenant d'alerte renforcée, ce qui fait basculer un territoire de zone d'alerte à alerte renforcée, c'est bien souvent d'ailleurs une métropole, c'est l'augmentation du taux d'incidence au-dessus de 150, c'est un taux d'incidence chez les personnes âgées qui dépasse les 50. Dans cette zone d'alerte renforcée, il y a une circulation très intense du virus dans la population générale et qui touche les personnes fragiles. C'est un indice que la situation sanitaire est amenée à se dégrader et que des mesures fortes sont donc devenues indispensables pour freiner, enrayer la circulation du virus. C'est cette logique qui a été appliquée à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe depuis 2 semaines et dont j'ai annoncé qu'elles étaient appliquées à Lyon et à Nice depuis la fin de la semaine dernière. Compte tenu de la situation épidémique, de nouvelles métropoles, que j'avais d'ailleurs citées la semaine dernière comme faisant l'objet d'une vigilance particulière, intègrent désormais cette zone d'alerte renforcée. Il s'agit des métropoles de Lille, de Toulouse, de Saint-Étienne, de Rennes, Paris ainsi que les départements de la Petite Couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. Les mesures qui s'appliqueront à compter de samedi et à l'issue d'une concertation entre le préfet et les élus locaux sont les suivantes. Abaissement de la jauge des rassemblements à 1000 personnes, sous réserve que les protocoles sanitaires y soient strictement respectés. Interdiction des grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, tels que plages, parcs. Fermeture anticipée des bars, l'horaire de fermeture étant décidé par le préfet après concertation des élus. Cette mesure sur les bars entrera en vigueur lundi pour laisser le temps utile à cette concertation. En tout état de cause, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures dans l'ensemble de ces territoires. La fermeture des salles de sport et des gymnases. En effet, ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe, et qui sont des lieux, hélas, de contamination importants. La fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et les activités associatives. Cette dernière mesure entrera également en vigueur lundi. Je vous le disais, ces mesures, pour tous les territoires que j'ai cités, vont faire l'objet d'une concertation au cours des 48 prochaines heures. Ces concertations permettront de les préciser, à la fois pour qu'elles soient les plus efficaces possibles dans notre objectif commun, la lutte contre le virus, mais aussi évidemment les plus vivables possibles, car il s'agit bien, je le répète, de vivre avec le virus. Au-delà de ces mesures de nature réglementaire, nous devons, dans ces métropoles plus encore qu'ailleurs, modifier nos comportements et nos habitudes. Le télétravail doit être favorisé autant que possible, en particulier pour les publics vulnérables. C'est naturellement à chaque entreprise, à chaque
administration de voir comment il peut, selon l'activité de chacun, développer au maximum le télétravail. La période récente nous a démontré que le télétravail était à la fois possible et précieux en cas de forte circulation du virus. Il faut donc, dans les métropoles en alerte renforcée, et encore plus dans les métropoles en alerte maximale, le développer très fortement. Nous devons, plus encore qu'ailleurs, limiter les rassemblements privés, réserver ces moments de rencontre à nos plus proches, à nos familles, à nos amis. Tous les contacts sociaux sans masque dans les espaces clos, que ces espaces soient publics ou qu'ils soient privés, doivent être évités au maximum. Ce n'est pas parce qu'on est chez soi avec une dizaine d'amis qu'il y a moins de risques que le virus circule que si nous étions dans un lieu public fermé avec la même dizaine d'amis. Enfin, nous portons une attention particulière aux personnes âgées. À elles plus encore qu'aux autres, je demande la plus grande vigilance. Je sais combien elle est difficile, cette vigilance, de tous les instants, mais je sais aussi combien elle est précieuse, compte tenu du risque de développer des formes graves de la maladie. Les personnes âgées à domicile sont appelées à se protéger particulièrement en adoptant des gestes barrières renforcés, mais sans se mettre à l'écart. Les personnes âgées et les personnes vulnérables doivent aussi vivre avec le virus. Si vous êtes isolé, n'hésitez pas à contacter votre mairie. Vous avez également un numéro d'écoute et de lutte contre l'isolement qui a été mis en place par la Croix-Rouge, le 09 70 28 30 00. Nous avons tous une responsabilité collective pour nos proches, pour qu'ils ne restent pas isolés, pour nos voisins. Il faut que nous nous protégions, mais il faut aussi qu'on prenne soin d'eux. En plus des gestes barrières, on peut adopter des gestes solidaires. On peut passer des coups de fil, on peut prendre des nouvelles, vérifier si tout va bien. La protection n'est pas l'isolement. Notre attention sur la situation des personnes âgées, dans les EHPAD cette fois-ci, est évidemment particulièrement forte. Et le président de la République l'a rappelé hier au cours d'un déplacement. Les EHPAD sont invités à prendre des mesures de protection renforcées, tout en maintenant l'indispensable lien avec les proches. Rétablissement des visites sur rendez-vous avec des plages horaires adaptées et ouvertes le week-end, engagement des proches à respecter les gestes barrières, politique de dépistage déterminée et renforcée avec des campagnes de prévention à intervalles réguliers. Si la situation ne s'améliore pas dans d'autres agglomérations, elle pourrait bientôt rejoindre la liste de ces métropoles, de ces territoires en zone d'alerte renforcée. Je vais en citer 4 en particulier: Tours, Strasbourg, Dijon et Clermont-Ferrand. Si la situation se dégrade encore pour les territoires qui sont déjà en alerte renforcée, ils peuvent alors passer en territoire dit en alerte maximale. Les seuils qui déterminent ce passage sont un taux d'incidence supérieur à 250 pour 100 000 habitants dans la population générale, un taux d'incidence supérieur à 100 pour 100 000 habitants chez les personnes âgées, et enfin, un impact mesurable significatif sur les réanimations, c'est-à-dire quand au moins 30% des lits de réanimation à l'échelle de la région sont occupés par des patients atteints de Covid. J'insiste sur ce point, vraiment, c'est le point le plus essentiel. Il s'agit d'un niveau qui met, dès lors qu'on l'atteint, fortement en tension notre système sanitaire. Sont concernés par ce passage en alerte maximale la Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille. En Guadeloupe, parce que le taux d'incidence a encore progressé depuis la semaine dernière, il est passé de 250 à 290. Le taux d'incidence pour les personnes âgées a également progressé, il dépasse les 200. À Marseille, certains diront, n'y a-t-il pas un paradoxe, puisque on peut constater un frémissement s'agissant de la courbe d'incidence et d'un certain nombre d'indicateurs depuis quelques jours. Je veux mettre 2 alertes. La première, c'est que tous les experts nous le disent, il faut un temps long pour considérer qu'un territoire est en train de gagner progressivement la bataille contre la circulation du virus. 3-4 jours de stabilisation affichés ne suffisent pas à considérer qu'on est véritablement sur la bonne voie. On peut évidemment l'espérer. Si c'est le cas, nous en aurons la confirmation au cours des prochains jours. Les experts disent qu'il faut au moins 10 à 15 jours
de réduction consécutive, à minima de stabilisation de ces indicateurs, pour qu'on considère qu'on est sur le chemin pour vaincre la circulation du virus. La deuxième raison pour laquelle nous basculons Marseille, c'est que de fait, le taux d'incidence reste supérieur à 250 en population générale, et il est de 180, donc très au-delà du seuil, pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Et par ailleurs, le taux d'occupation des réanimations est supérieur à 30% pour les seuls patients Covid. Sur la seule journée d'hier, 20 patients ont été hospitalisés pour des formes graves de Covid-19. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi, à l'issue, de la même manière, d'une concertation avec le préfet et les élus locaux. Ces mesures, j'ai conscience qu'elles sont difficiles, mais elles sont, et nous en sommes convaincus, nécessaires. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels, comme les théâtres, les musées, les cinémas, disposent de protocoles sanitaires stricts et ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture. Et par ailleurs, nous incitons au maximum au télétravail pour l'ensemble des activités pour lesquelles c'est possible dans ces territoires. Ces dispositions, elles sont temporaires. Elles concernent donc des zones d'alerte renforcées, des zones d'alerte maximale. Elles sont malheureusement les seules de nature à limiter les contaminations. L'objectif est qu'elles ne durent pas plus de 2 semaines, le temps de freiner la propagation du virus. Elles impactent très fortement certaines entreprises, certains secteurs, notamment les bars et les restaurants dans les zones en alerte maximale. Toutes ces entreprises, les restaurants de Marseille, les clubs de sport, etc., seront financièrement évidemment soutenus. L'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place au moment du confinement leur seront de nouveau ouverts. Fonds de solidarité, quel que soit le secteur d'activité, exonération des cotisations sociales, activité partielle sans reste à charge pour l'employeur. Le ministre de l'Économie et de la Relance, Bruno Le Maire, aura l'occasion d'y revenir très prochainement. Si toutefois, ce que évidemment nous n'espérons pas, mais si toutefois, malgré ces mesures, la situation sanitaire devait encore s'aggraver dans ces territoires, nous n'aurions alors pas d'autre choix que de basculer ces territoires concernés en état d'urgence sanitaire. Nous ne pourrons pas faire autrement si les réanimations devaient se remplir et saturer. Vous pouvez le constater sur la carte, à date, aucun territoire national n'est concerné par ces mesures d'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, je précise que quelle que soit la zone territoriale concernée, nous avons pris en Conseil de défense et de sécurité nationale ce matin la décision que les enterrements ne seront pas concernés par une restriction ou une interdiction, mais à nouveau, je ne peux que vous inviter à la plus grande des vigilances. J'ai fait le choix aujourd'hui de vous présenter en détail le troisième pilier de notre stratégie face à l'épidémie de coronavirus, qui est notre approche déterminée nationalement, différenciée territoire par territoire, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre la situation et ainsi renforcer notre vigilance. Si je devais résumer mon propos en quelques diapos, je vous dirais qu'il y a au total 69 territoires en France qui sont en zone de circulation active à compter de samedi, qu'il y a la bascule d'un certain nombre de métropoles en zone d'alerte renforcée et que la situation sanitaire reste en particulièrement inquiétante en Guadeloupe et à Marseille, et que des mesures complémentaires seront donc prises en conséquence dans les 48 heures. Je rappelle notre méthodologie, la façon dont nous prenons ces décisions, des décisions hebdomadaires qui sont appliquées pour au moins 15 jours avec des réévaluations à chaque fois que cela fera sens, à chaque fois que cela sera nécessaire, et à nouveau la méthode de la concertation qui est indispensable dans les territoires. Enfin, je voudrais terminer en rappelant les consignes qui concernent tout le monde, quelle que soit la zone dans laquelle nous nous trouvons: le respect des gestes barrières, le lavage des mains,
la limitation des contacts et des rassemblements, et je le redis, y compris dans la sphère privée, réduisons nos contacts sociaux, réduisons notre bulle sociale. Et le renforcement de la protection des seniors et des personnes âgées, vulnérables, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient en EHPAD, en rappelant que la protection ne signifie pas la solitude et l'isolement. Hors de question d'en arriver à ce type de situation. Je vous remercie et je vais maintenant prendre, je crois, des questions qui ont été... Pourquoi ne pas alléger les mesures dans les EHPAD alors qu'elles le sont dans les écoles? Il est difficile de les mettre en place et de s'y tenir dans la durée. La grande différence entre les écoles et les EHPAD, il y a beaucoup de différences entre les écoles et les EHPAD, bien évidemment, c'est que les enfants sont peu sensibles au coronavirus et que les experts nous disent que les enfants transmettent peu le virus. A l'inverse, on le sait, on l'a vécu pendant la première vague, en France comme à l'étranger, lorsque le virus rentre dans un EHPAD et qu'il contamine un résident ou un membre du personnel, il peut faire des dégâts considérables, faire beaucoup de malades et faire beaucoup de victimes. Il y avait hier soir 180 clusters, 180 groupes de cas identifiés dans différents EHPAD de notre territoire. C'est pourquoi nous mettons en place des mesures de vigilance particulières. Nous y travaillons avec la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Le président de la République l'a rappelé hier. Nous voulons maintenir les visites, briser, lutter farouchement contre l'isolement des personnes âgées, mais en même temps assurer leur protection. Où en sont les traitements pour la Covid-19? Qu'en est-il du vaccin? Côté traitement, il n'y a pas de nouveauté depuis la semaine dernière. La dexaméthasone, qui est un dérivé de la cortisone, est utilisée maintenant en routine par l'ensemble des équipes qui prennent en charge à l'hôpital des malades qui ont des formes graves ou susceptibles de s'aggraver du coronavirus. Et l'expérience nous montre que ce traitement permet de réduire les cas graves et de réduire également la mortalité. S'agissant du vaccin, je le répète, nous voulons un vaccin qui soit à la fois efficace, sûr et disponible. La disponibilité, elle est travaillée à l'échelle de la Commission européenne qui passe des commandes et des précommandes avec l'ensemble des laboratoires qui sont susceptibles d'identifier un vaccin à la fois sûr et efficace. Et lorsque ce vaccin existera, lorsque la recherche aura abouti, et je souhaite que ce soit évidemment le plus tôt possible, nous parlerons de la façon de vacciner et de protéger la population française. Comment assurer qu'on ne fasse pas la queue trop longtemps quand on a besoin de se faire tester? C'est un point essentiel dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière avec des annonces que je rappelle. La priorisation de l'accès aux tests diagnostiques pour les personnes qui sont symptomatiques adressées par leur médecin, pour les personnes qui sont cas contact identifiées comme telles ou par le médecin de l'assurance maladie ou par les équipes de l'agence régionale de santé ou par le biais du logiciel Stop Covid pour les personnes qui ont eu la bonne idée de le télécharger. J'en rajoute une couche, c'est important de télécharger cette application qui rend service véritablement. Et pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels du domicile, notamment les aides à domicile. Je l'ai annoncé la semaine dernière, j'ai demandé aux agences régionales de santé de travailler à cette priorisation avec l'ensemble des laboratoires qui sont mobilisés sur tout le territoire national. Je rappelle qu'ils réalisent plus d'1,2 million de tests par semaine désormais. Et j'ai pu me rendre lundi sur ce qu'on appelle un Barnum. C'est une opération de test grandeur nature à l'extérieur des hôpitaux et des laboratoires. C'était à Mantes-la-Jolie, où chaque Barnum en Île-de-France sera capable de faire jusqu'à 500 tests par jour. Il y en a 20 au total en déploiement en Île-de-France, c'est-à-dire 10 000 tests par jour, réservés au seul public prioritaire. Ils sont ouverts de 8 h du matin à 14 h. Et les premières données dont je dispose, notamment un Barnum dans le 13e arrondissement de Paris et un autre Barnum à Trappes, où des centaines de prélèvements ont été réalisés les premiers jours. Les résultats de ces tests ont été obtenus dans les 24 heures qui ont suivi. C'est ainsi que nous devons fonctionner. Il est impératif que les personnes symptomatiques, que les cas contacts et les autres publics prioritaires aient un accès facilité aux tests avec des résultats dans les meilleurs délais. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Julia Van Elst pour BFM TV. Vous l'avez largement expliqué, hein, on voit que la situation se dégrade dans plusieurs territoires et métropoles. À l'heure où je vous parle, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous confirmer qu'il n'y aura pas de reconfinement
même locales, dans ces territoires, si la situation venait à se dégrader à nouveau? Votre question est parfaitement légitime, si je puis me permettre de la caractériser ainsi, d'autant qu'on voit que certains pays autour de nous sont amenés à mener des actions de reconfinement localisées. C'est le cas notamment dans de nombreux quartiers de Madrid, en Espagne. Nous faisons tout pour ne pas en arriver à des mesures de confinement, même partielles et même localisées, même territorialisées. Pourquoi nous prenons des mesures qui sont des mesures fortes et encore une fois qui ont un impact sur le quotidien des Français qui vivent dans ces territoires? C'est pour casser les chaînes de contamination, c'est pour casser la dynamique virale avant que les systèmes sanitaires, avant que les systèmes diagnostiques et de prise en charge soient totalement dépassés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes encore dans un objectif de maîtriser l'épidémie. Nous ne sommes pas dans la situation du printemps dernier et donc nous n'envisageons pas de confinement. Vous avez noté que nous sommes en capacité de déclencher un état d'urgence sanitaire dans des territoires si d'aventure, malgré toutes les mesures qui ont été mises en place, eh bien, l'impact sanitaire était trop important. Cet état d'urgence sanitaire peut s'accompagner d'autres types de mesures. Je ne veux pas, nous n'envisageons pas de reconfinement généralisé et nous ne souhaitons pas tendre vers un confinement, quelle que soit sa forme. C'est pour ça que nous devons être extrêmement attentifs et extrêmement vigilants. Oui, bonjour, s'il vous plaît, Angela Charlton de l'agence de presse AP. J'ai une question concernant Roland-Garros. Dans votre travail de pédagogie, vous parlez beaucoup de cohérence, mais pourquoi il y a une incohérence avec Roland-Garros qui ouvre dans quelques jours? Il y aura un brassage de foule tous les jours pendant 15 jours. Les groupes de plus de 10 personnes, les gens qui mangent et boivent debout, etc. Donc, pourquoi les spectateurs là-bas auront les règles différentes que celles où que le public français dans les ou le public dans les autres endroits de Paris? Ou est-ce qu'il y aura les changements des règles pour le Roland-Garros suite à votre annonce ce soir? J'ai annoncé qu'il y aurait une concertation pendant 48 heures entre le préfet, et donc le préfet de police de Paris en l'occurrence, et les élus, pour déterminer les conditions d'application des règles que j'ai annoncées, parmi lesquelles il y a une jauge maximale à 1000 personnes pour des grands événements. Donc cette concertation, le résultat de cette concertation, vous l'aurez lorsqu'elle aura eu lieu. Votre question est tout à fait juste, vous pourriez m'interroger sur d'autres événements. J'ai appelé l'ensemble des maires des communes qui sont concernées par un passage en zone d'alerte renforcée aujourd'hui. Et par exemple, je me suis entretenu avec le maire de Saint-Étienne, de la foire internationale de Saint-Étienne qui doit se dérouler à la fin de la semaine. Dès lors que nous mettons en place des jauges et des limitations, cela a forcément un impact sur tout type de grands événements. Attendons le résultat de la concertation. Bonjour, Hélène Bonnet pour TF1 LCI. J'ai juste besoin d'une précision sur la fermeture des bars, notamment à Marseille. Ça s'applique à partir d'aujourd'hui ou de lundi? À partir de lundi. D'accord. Bonjour, Sylvie Burnouf de l'APM. Vous parliez tout à l'heure des Barnum et des tests qui étaient rendus en 24 heures, enfin des résultats des tests qui étaient rendus en 24 heures, mais on a l'impression que c'est un petit peu l'exception. Alors quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sur l'ensemble du territoire, il y ait des délais raisonnables pour avoir un rendez-vous et pour avoir un résultat de son test? Parce que sinon, on se demande quel est l'intérêt de se faire tester. Et j'avais une autre question aussi sur les tests antigéniques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur prise en charge et sur leur place dans la stratégie de dépistage? D'abord, vous dire qu'à l'échelle nationale, 55% des résultats de tests sont rendus dans les 36 heures. Et c'est 65% ou 66% des résultats de tests qui sont rendus dans les 48 heures. Ce qui veut dire qu'il y a encore au moins un tiers des tests qui sont rendus dans un délai supérieur à 48 heures, donc trop long. Ça ne veut pas dire que ça dysfonctionne partout, mais ça veut dire qu'il y a des endroits en tension particulière. Ces endroits sont notamment les métropoles dans lesquelles le virus circule le plus, puisque par définition, c'est là que vous avez le plus de personnes symptomatiques, le plus de cas contacts, et donc ça embouteille. Et c'est pour ça que ça bouchonne, plutôt qu'embouteille. Du coup, c'est notamment le cas en Île-de-France, c'est pour ça que j'ai parlé des 20 Barnum en Île-de-France, mais dans l'ensemble des régions qui sont concernées, des dispositions spécifiques à chaque territoire, qui passent d'ailleurs souvent par le déploiement de ces Barnum, sont mis en place pour pouvoir répondre à cette demande, qui est une demande, encore une fois, légitime, que je comprends, que je partage, à laquelle je m'associe pleinement et pour laquelle nous déployons tous les moyens. Sur la question des tests antigéniques, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour que, sur la base des données dont elle dispose, et notamment des expérimentations qui sont conduites dans notre pays, je pense aux hôpitaux parisiens par exemple, depuis quelques jours,
La Haute Autorité de Santé doit rendre, je l'espère, des conclusions demain soir ou après-demain. En tout état de cause, il est prévu que je puisse vous présenter la semaine prochaine une stratégie en matière de tests, tirant conclusion des premières mesures qui ont été déployées pour prioriser les publics prioritaires avec les délais d'accès, également présenter la stratégie avec les innovations, je pense aux tests salivaires, mais également aux tests antigéniques. Nous prenons les 2 dernières questions. Monsieur le ministre, j'ai un point qui pose aujourd'hui difficulté, c'est la gestion des cas contacts. Alors je voudrais que vous nous disiez aujourd'hui, fassiez un point de la situation. Quel est le nombre de ces brigades sanitaires? Combien de monde aujourd'hui sont affectés à ces cas contacts? Parce qu'il me semble, enfin selon les observateurs, qu'il y a vraiment difficulté. Alors il y a en moyenne entre 2 et 3 cas contacts par personne positive. Donc lorsque vous faites 10 000 diagnostics PCR un jour comme aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 10 000, mais c'est aux alentours de 10 000, probablement, je n'avais pas encore les chiffres avant de venir vous voir, ça veut dire que vous aurez demain 3 fois plus de personnes à contacter. Ce qu'on appelle le contact tracing, le traçage, pour savoir avec quelle personne vous avez été en contact étroit et que vous avez été susceptible de contaminer malgré vous. Ce traçage, il repose sur 3 niveaux d'intervention. Les médecins, l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie. Votre question me permet d'ailleurs d'inviter les personnes qui sont diagnostiquées positives par test PCR à ne pas hésiter à contacter leur médecin quand ils le savent. Ils ne sont pas obligés d'aller le voir. La télémédecine, les téléconsultations restent parfaitement d'actualité. J'ai fait en sorte qu'elles soient prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Il n'y a pas d'avance de frais, il n'y a pas de reste à charge. Il ne faut pas hésiter à appeler le médecin, parce que le médecin a toute sa place dans le dispositif de traçage, de tracing, pour accompagner, expliquer également aux personnes qui vont être mises à l'abri comment cette période va se dérouler. Par ailleurs, nous déployons avec les agences régionales de santé des dispositifs d'appel ou de contact par SMS, selon les publics, avec au moins 2 prises de contact dans la semaine de mise à l'abri, et davantage évidemment si les personnes sont vulnérables. Je profite de votre question pour remercier toutes ces équipes qui n'ont jamais arrêté de travailler, y compris au cœur de l'été. C'est un travail qui est compliqué. Je remercie aussi les Français qui font preuve de civisme et qui répondent à ces enquêtes de traçage. Ce n'est pas toujours le cas, alors que c'est fondamental. Si vous êtes positif, diagnostiqué au Covid, vous devez participer à ce travail de traçage pour protéger les personnes que vous avez pu contaminer. Et si vous êtes personne positive au Covid et si vous êtes cas contact, vous devez impérativement respecter l'isolement, la mise à l'abri sur la période de 7 jours. Oui, bonsoir. Une question pour Hospice Média. Vous allez présenter dans quelques jours le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui doit intégrer les coûts liés à la prise en charge du coronavirus. Confirmez-vous une information de nos confrères des Échos selon laquelle l'objectif de dépenses d'assurance maladie 2021 va s'élever à 222 milliards et l'objectif rectifié 2020 à 215 milliards. Merci. Ce que je peux vous confirmer, parce que nous n'avons pas présenté en Conseil des ministres le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le fameux budget de la Sécu, qui est examiné chaque automne au Parlement. Je ne vais donc pas ici vous faire des confidences devant les téléspectateurs. En revanche, je peux vous confirmer 2 choses. D'une part, rarement, voire jamais dans l'histoire de notre pays, l'État n'aura engagé autant de dépenses pour protéger la santé des Français. Et forcément, ça a un impact sur l'équilibre de l'assurance maladie. C'est le quoi qu'il en coûte. L'activité partielle pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, l'achat des masques, les tests dont on parle, les médicaments, les hospitalisations, le soutien aux soignants, tout cela a évidemment un coût. Ça fera l'objet d'un débat au Parlement, comme c'est le cas chaque année. Et nous avons un système de protection sociale dont la France peut être fière, dont elle peut s'enorgueillir. Personne n'a été privé de soins faute de pouvoir les payer. Je citais l'exemple de la télémédecine tout à l'heure, qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est parce que nous avons un système qui est solide que nous avons un système protecteur. Je vous remercie. Dites-moi. Une dernière question. Vous avez évoqué les bars, la fermeture, si je ne me trompe pas, des bars à 22h, c'est bien ça? Vous n'avez pas évoqué les restaurants. Est-ce que c'est également les restaurants ou pas, ou que les bars? On fait la différence entre les bars et les restaurants. Les difficultés que nous avons constatées, et notamment au cours de l'été,
vous savez qu'il y a des mesures qui font qu'on ne peut pas se tenir debout sans masque dans un bar. On doit mettre son masque même lorsqu'on va se déplacer pour aller se laver les mains ou aller aux toilettes ou aller passer des commandes. Ce n'est pas toujours respecté. Il y en a qui le respectent et je les en remercie. Il y a des endroits où c'est plus difficile. Et passer une certaine heure le soir, quand on a un peu passé l'heure de l'apéro, c'est encore plus difficile de faire respecter cela. Et il y a des études qui montrent, notamment des études internationales, que parmi les personnes contaminées, un plus grand nombre avaient fréquenté un bar les jours précédents. C'est un facteur différenciant entre les personnes qui ont été contaminées et celles qui ne l'ont pas été. Pour les restaurants, la situation est différente. On voit moins de gens debout à l'intérieur d'un restaurant. Il y a moins de brassage, y compris lorsque la nuit profonde est tombée. Et les mesures sanitaires qui ont été appliquées, les distanciations entre les tables et entre les groupes, permettent d'assurer leur bon fonctionnement. C'est pourquoi nous privilégions des mesures concernant les seuls bars, dans les zones en alerte renforcée, notamment Paris, alors que dans les zones où vraiment le virus circule trop et les personnes âgées sont les plus touchées, les zones d'alerte maximale, là nous sommes contraints de prendre des mesures plus strictes, y compris incluant les restaurateurs qui, je le précise et je le répète, seront évidemment accompagnés et soutenus par l'État. Je vous remercie.